race pour le chien, hein. Des adaptations géographiques du même animal en fonction de là où il s'est retrouvé sur l'hémisphère nord. Eh bien oui, le loup gris il est présent un petit peu partout sur l'hémisphère nord et naturellement selon la zone où il s'est retrouvé, eh bien l'adaptation morphologique n'est pas la même parce que le climat n'est pas le même non plus finalement, hein. Si on passe d'un loup du Canada qui a un climat très froid à un loup de Mongolie par exemple qui a un climat semi-désertique, eh bien là forcément, hein, les adaptations morphologiques sont très différentes et on pourra les observer pendant la visite. D'ailleurs, tous ces loups là qu'on a sur le parc, même si on a 5 sous-espèces au total, eh bien, on aurait pu tous les mettre ensemble à la base à la création du parc, hein. En fait, nous, on les a vraiment séparés pour pouvoir continuer à vous présenter, eh bien, les différences qu'il y a entre chaque sous-espèce. Mais ils peuvent tous se reproduire entre eux, hein. Eux n'ont pas de problème géopolitique, hein. Alors, est-ce qu'ils parlent la même langue? Ça, je ne le sais pas, hein. Mais, eh bien, ils peuvent tous se reproduire entre eux et séparer en milieu naturel, hein, pour les sous-espèces qui arrivent à se croiser en milieu naturel. Alors, au total, sur le parc, à l'heure actuelle, 93 loups. Alors, faut savoir qu'on ne verra pas les 93 loups aujourd'hui, hein, parce qu'en fait, déjà, tous les loups ne vont pas se montrer, malgré les appâts que je vais pouvoir leur distribuer, et aussi parce que le parc est divisé en 2 parties. Il y a une partie ici qui est présentée au public, et on a une seconde partie qui est située à 800 mètres à vol d'oiseau, qui est un parc d'observation scientifique. Là-bas, on a 17 loups de Mongolie qui évoluent sur 12 hectares. Alors, cette partie-là, elle n'est pas présentée au public. Par contre, je peux quand même vous expliquer comment aller à ses abords. Alors donc sur le parc et la plus grosse partie de nos loups. Alors ici je vous ai dit 5 sous-espèces. Pendant la visite on en verra 4. Les loups de Sibérie en tout premier, les loups du Canada par la suite, les loups de Mongolie en contrebas et les loups arctiques au bout du tunnel. La 5e sous-espèce, elle est présente sur la partie haute du parc, ce sont les loups de Pologne. Alors d'ailleurs sur la partie haute du parc, vous avez peut-être pu apercevoir aussi une seconde meute de loups du Canada. En fait sur le parc on a 2 meutes de loups du Canada de couleurs différentes. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Alors ces loups, bien sûr, à la création du parc, ils n'ont pas été capturés dans la nature pour les enfermer ici, hein, pour vous les montrer, hein. Ils étaient issus de différents parcs animaliers et zoologiques français à la base. Alors, il y a quand même une petite exception, les loups de Mongolie. En fait, eux, ils étaient issus d'un sauvetage. C'est pour ça qu'ils sont encore très nombreux à l'heure actuelle sur le parc, parce qu'on en a une partie sur le parc d'observation et une partie ici. En fait, eh bien, ces loups, ils avaient été capturés en Mongolie par des braconniers. Ils avaient transité vers la Hongrie pour être pendus pour récupérer les peaux et les fourrures. Et la fondation Brigitte Bardot s'était rendue sur place lors de leur transit en Hongrie. Ils avaient pu sauver 100 loups, 80 avaient été accueillis sur le parc, une partie sur cette partie-ci et une partie sur le parc d'observation. Alors là, bien sûr, depuis la création du parc en 85, vous ne verrez que les descendants de ces premiers loups, hein. Faut savoir que l'espérance de vie d'un loup en milieu naturel, c'est 6-8 ans, en captivité, c'est 10-12 ans, hein. Donc voilà, il y a eu plusieurs générations depuis la création du parc. Donc la plupart des loups que vous pourriez observer aujourd'hui, eh bien, sont même issus du parc, hein. La plupart nés sur le parc directement, même si, eh bien, on a quelques exceptions. Alors en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, eh bien, qu'on allait recevoir à la base des loups d'autres parcs, eh bien, on peut faire des échanges, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des loups d'autres parcs, mais on peut aussi en envoyer. Là, c'est ce qui s'est passé cette semaine, par exemple, hein. On a 3 jeunes de l'année dernière, 3, eh bien, adolescents, hein, eh bien, qui sont partis dans d'autres parcs pour éviter la consanguinité, la surpopulation, pour recréer de nouvelles meutes, hein, remodifier la génétique, on va dire aussi. Alors, ces loups, eh bien, pour vous les montrer, je vais les appâter avec juste ici ce que j'ai dans mon seau. Alors, dans mon seau, je vais avoir, eh bien, des morceaux de viande et des croquettes pour chiens. Alors, comme j'ai dit, c'est vraiment un appât, hein. C'est des friandises, en fait, hein. C'est pas du tout leur repas principal, hein. C'est vraiment pour vous les montrer de plus près. Alors, en fait, sinon, ils vont être nourris 3 fois par semaine avec des gros morceaux de carcasse. Nous, on récupère des carcasses entières dans les abattoirs des environs. Souvent, c'est bœuf ou mouton, hein, et c'est de la viande de saisie qui est impropre à la consommation humaine. Alors, bien sûr, on peut quand même leur donner cette viande, hein, ça ne va pas les rendre malades, hein. Ils sont adaptés à ce genre de viande dans la nature. C'est assez difficile de chasser, hein. Et s'ils tombent sur une charogne en décomposition, eh bien, ils vont d'abord manger cette charogne avant d'aller chasser un animal en vie, hein. D'ailleurs, quand ils vont chasser dans la nature, forcément, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas s'attaquer aux animaux les plus en forme, hein. Ils vont s'attaquer aux animaux faibles, aux jeunes, aux vieux, aux blessés et aux malades aussi, hein, forcément, hein. C'est un peu le rôle des super prédateurs d'ailleurs, parce que le loup c'est un super prédateur, hein, un carnivore qui est situé en haut de la chaîne alimentaire. Et bien leur rôle dans la nature, ça va être de finalement régulariser, on va dire, les populations régulées sauvages et donc finalement de tuer les animaux malades, hein, pour éviter que la maladie se propage un petit peu partout au sein des hardes sauvages qu'on va pouvoir retrouver, hein, que ce soit chez le cerf, le sanglier, le chevreuil, hein, tout le gibier qu'on va pouvoir retrouver en France. Alors on va pouvoir descendre tout doucement vers les loups de Sibérie. Oui. Donc bonjour la place village. Comme vous pouvez le constater, je suis avec un groupe pour visiter. Alors il ressemble un peu à celui du chien, c'est quasiment le même.
J'ai jamais vu comme ça. Ben, il faudrait que tu regardes sur internet, parce que là, te le décrire, c'est un peu compliqué. Mais si tu tapes sur internet estomac de loup, par exemple, ben souvent tu vas tomber sur l'estomac d'un chien. Ah. Ça ressemble à peu près au nôtre aussi. Les loups, en fait, c'est un peu comme les chiens. Ouais, le chien, en fait, à la base, il y a des milliers d'années, c'était un loup. Ah oui? Et maintenant, ben, c'est devenu un chien, parce qu'on l'a domestiqué. Mais c'était il y a très très longtemps. Ouais. Bon, alors là, on était déjà devenus des hommes quand même à ce moment-là. Il y a des loups qui viennent. Ils savent là qu'on va leur donner à manger, non? Ouais. Ah ouais, hein. Parce que tout à l'heure on les a vus, mais pas, ils sont pas venus. D'ailleurs, je pense qu'ils ont entendu Ils ont parler au les heures, micro. ouais. Ils ont les heures. Ah ouais, parce que tout à l'heure ils sont pas venus aussi proches que ça. Hein. Mais non, ils peuvent pas les donner. Comment vous leur donnez? Vous leur jetez par-dessus la... Voilà, là nous sommes devant les loups de Mongolie. De Sibérie, pardon. Oula. De Sibérie. Alors, on n'a pas toute la meute là. Hein. Là, ils sont assez nombreux hein, dans l'enclos. Alors, on a la plus grosse meute de cette partie-ci du parc. Voilà, on pouvait voir qu'il y a certains loups qui s'approchent pas trop, qui sont un petit peu blessés, qui restent un peu sur le côté. Alors déjà, tous les loups ne vont pas être vraiment intéressés par les friandises, hein, parce que bon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un appât, hein, c'est pas du tout leur nourriture principale. Donc certains loups ne vont pas vouloir s'approcher pour si peu. D'autres, eh bien, vont eux venir quand même tenter leur chance pour avoir un petit morceau. Alors, comme vous pouvez le voir, on a certains loups blessés. Là, en fait, en ce moment, on est en période d'affrontement chez le loup. On est en période de conflit. En fait, de mi-janvier à mi-mars, c'est la période de reproduction chez le loup. Mais c'est aussi, eh bien, la période où, eh bien, les loups vont pouvoir tenter de grimper au classement dans la hiérarchie de la meute. Parce qu'on va avoir une hiérarchie très stricte entre loups, hein. Et, eh bien, en ce moment, c'est la période où chaque loup va pouvoir essayer de grimper au classement et donc d'affronter d'autres loups ou d'autres loups de la meute, hein. Parce qu'au sein de la meute, eh bien, il y a une hiérarchie pour les mâles et une hiérarchie pour les femelles. D'ailleurs, dans chaque meute, on va retrouver un mâle et une femelle qui vont être les dominants, les alphas. Alors, est-ce qu'on les a ici? Non. Par contre, on a quelques loups qui sont un petit peu blessés. La louve qui arrive là devant, elle est un peu blessée. Alors d'ailleurs, on peut voir qu'il y a le doyen de l'enclos là. Au centre, vous avez un loup qui a quasiment plus d'oreilles. Et ben ça, c'est finalement le résultat de plusieurs années de conflits, de combats pendant cette période. Savoir que quand ils vont s'affronter, ça va tout d'abord commencer la plupart du temps par de l'intimidation, hein. Beaucoup de bruit, des postures. Et puis par la suite, si ça ne suffit pas, eh bien certains loups vont passer au coup de mâchoire, au coup de croc. Vous imaginez bien qu'une oreille c'est très fin, hein, ça peut partir très très vite. Donc on va avoir pas mal de loups blessés en ce moment sur le parc. Et d'ailleurs tout à l'heure, je vous préviens tout de suite, hein, mais ne vous inquiétez pas, vous allez peut-être voir quelqu'un nous suivre avec un fusil hypodermique. C'est normal, hein, on ne va pas vous tirer dans les fesses, hein, je vous rassure. Hein. En fait, tout simplement, on a des loups qui sont blessés en ce moment. Et tout à l'heure, au loup de Mongolie, eh bien mes collègues vont essayer de capturer un des loups qui est très très amoché. Alors, comme je vous l'explique, ils vont essayer, tout simplement parce qu'en fait, il va falloir faire en fonction des opportunités. Hein. Si le loup ne se montre pas, malheureusement, on ne pourra pas, essayer de l'anesthésier pour le soigner. Et malheureusement, hein, si on ne peut pas voir le loup et on ne peut pas l'anesthésier, on ne peut pas vraiment le soigner non plus. Je vais vous expliquer tout à l'heure qu'on a plusieurs possibilités pour les soigner, mais là, c'est un petit peu trop moche pour le soigner directement de l'extérieur de l'enclos. Il va falloir intervenir et donc endormir le loup. Et c'est pour ça que mes collègues nous suivront tout à l'heure pour essayer de le flécher juste après la visite. Alors, donc les loups de Sibérie qui sont juste devant nous, assez imposants, assez massifs. Hein. Vous pouvez voir que là on a quand même un gros gabarit, même si les loups du Canada qu'on va aller voir juste après sont eux encore plus massifs. Surtout que là ils ont tous le pelage d'hiver, hein, donc forcément un pelage qui est assez épais. Et en ce moment, on leur distribue 15 kilos de viande par semaine. Donc voilà, ils ont aussi le poids d'hiver. Faut savoir que l'été, ils vont perdre un peu de poids et on est plutôt à 13 kilos de viande par loup par semaine. Voilà. Là, en ce moment, donc, comme je vous l'ai dit, ils sont nourris 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Là, aujourd'hui, par exemple, ils ne seront pas nourris. Bon, forcément, en milieu naturel, ils ne vont pas manger tous les jours non plus, hein. D'ailleurs, en milieu naturel, ils vont avoir beaucoup de mal à manger, hein. C'est pour ça que, ils ont une petite adaptation, c'est qu'ils peuvent faire des très gros repas et après ne plus manger pendant plusieurs jours. Et c'est pour ça qu'on essaye de respecter ce rythme en captivité aussi. Bon, allez, je lance quelques friandises parce qu'ils attendent. Alors, je préviens la première ligne, toutes les croquettes ne passent pas toujours la clôture. Bon, je vous rappelle aussi que les croquettes et la viande, il peut y avoir des bactéries, comme c'est de la viande de saisie.
Donc surtout si des choses tombent au sol, on ne les ramasse pas, hein. Je préviens pour les enfants et pour les adultes parce que la plupart du temps c'est les adultes qui le font. Hop là. C'est pour ça que je mets des gants. Waouh. Ça, c'est de l'eau. Pardon. Il y en a un qui l'a attrapé au vol. Oui, alors les loups ne grimpent pas, mais ils peuvent sauter très très haut, hein. Et là encore, ils n'ont pas sauté si haut que ça. Parfois, chez les loups de Mongolie, juste après, ils nous font des sacrés sauts. C'est pour ça qu'il y a des retours sur les clôtures d'ailleurs. Parce qu'ils ne peuvent pas grimper, hein, mais ils sautent très très bien. Alors, donc là, vous avez devant vous, malgré ce qu'on pourrait croire, parce qu'on a quand même des loups qui s'approchent pas mal des vitres, eh bien, vous avez devant vous la meute la plus craintive du parc. Alors, il faut savoir qu'en règle générale, tout... Ah non, je sais plus le micro. Les aléas du direct. Bon, ben on va crier, hein. Alors donc, tous les loups, en règle générale, ont peur de l'homme, hein, que ce soit en milieu naturel ou en captivité. Eh bien, les loups vont avoir peur de l'homme. Leur but, s'ils nous croient, c'est de s'en aller le plus vite possible et d'aller le plus loin possible de nous. Ça va être pareil pour les loups. Eh bien, en captivité, hein, en fait, ici, quand on va rentrer dans l'enclos, et même avant de rentrer dans l'enclos, hein, quand on va appuyer sur la poignée du sas pour rentrer dans l'enclos, eh bien, ils seront déjà tous partis se cacher à l'autre bout de l'enclos. Hein. Ici, en plus, ça descend encore après le tunnel, donc ils vont aller totalement à l'opposé de nous. Et si on descend, eh bien, c'est eux qui vont remonter. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont être nourris avec des gros morceaux de carcasse. Vous imaginez bien qu'ils vont manger la viande, mais qu'ils ne pourront pas manger les gros os. Hein. Et ça va laisser des os un petit peu partout dans les enclos. Nous, par exemple, eh bien, on va devoir intervenir dans les enclos pour ramasser ces os un petit peu partout. Hein. Sinon, ça fait cimetière d'éléphants au bout d'un moment, hein, comme dans le Roi Lion pour les enfants. Et donc, eh bien, nous, on va devoir intervenir pour ramasser les os. C'est pas quelque chose qui va leur plaire. Hein. Ils vont vraiment aller se cacher, hein, malgré l'habitude qu'ils auront de nous voir toujours à l'extérieur et à l'intérieur de l'enclos. Bon, on pourra... Bon, bah voilà, ils ont vu que je n'en sais plus rien, ils sont repartis. Alors, on va pouvoir voir, par contre, une grosse différence quand même entre ceux-là et les loups du Canada qu'on va aller voir juste après. Vous pouvez voir que, eh bien, les loups du Canada sont très, très familiers. Ils vont s'approcher du grillage. Et pour mes collègues, même, ils vont venir chercher la nourriture directement au doigt. Moi, vous ne me verrez pas passer les doigts à travers la clôture, hein, mais mes collègues sont là depuis bien plus longtemps que moi, hein, et eux peuvent se le permettre. Allez, on va remonter vers les loups du Canada. Observez bien quand même la position qu'on avait par rapport aux loups de Sibérie. Là, on n'aura pas du tout la même par rapport aux loups du Canada. Madame, on va vraiment rentrer dans l'enclos? Non, on rentre pas dans les enclos. Mais pourquoi vous nous avez dit qu'on rentrer dans l'enclos? Non, j'ai pas dit on va rentrer. Nous, on rentre dans l'enclos. Vous, non. Hop. Même si tu Donc je rentres dans suis au l'enclos, tu vas pas te parc faire du courir. Gévaudan, des loups, avec les cadets que j'ai suivis ce matin, Non, il a plus de batterie. les cadets de la gendarmerie du département de la Lozère. Il a 10 centimes. Non, c'est parce qu'il a pas été chargé. C'est... Ici. C'est une boule de poil. Canada? Oui. Ça, j'arrive à en reconnaître. Loup du Canada. Alors, attention à toi, bonhomme, j'ai juste passé au-dessus, moi, par contre. Oh, mais il veut pas celui-là. Alors, donc là, nous sommes devant un loup du Canada. On n'a pas toute la meute, là, hein, bien sûr. Là, ils sont 16 dans l'enclos, hein, donc j'en vois là-haut qui siestent. Ils ont pas l'air d'être très motivés, là. Hein. Bon, voilà, c'est 14 heures, c'est vraiment le moment de sieste. En fait, eux, ils vont avoir une activité qui est beaucoup plus nocturne à la base. Hein. Donc forcément, là, en ce moment, c'est plutôt la sieste. Bon. Là, on est quand même en période de reproduction, on est quand même en période de conflit, donc ils sont beaucoup plus actifs que cet été, par exemple. Alors là, cet été, si vous venez la journée, hein, malheureusement, il y aura pas beaucoup de mouvement. Hein, c'est plutôt allongé à l'ombre et ne ressortir qu'en fin de journée quand il fait beaucoup plus frais. Hein. Vous imaginez bien que la chaleur, c'est pas du tout quelque chose qui va leur plaire. Hein. Donc dès qu'il commence à faire un peu chaud, eh bien, ils auront une activité quasiment que la nuit finalement. Bon, forcément, nous on les appâte aussi la journée, hein, donc ils vont se déplacer aussi un peu plus la journée. Alors, bon, on en a au moins un. Alors. Donc là, on a un jeune en plus.
Hop, si on voit un adulte qui s'approche tout à l'heure, vous pouvez voir qu'il y a déjà une différence de gabarit. Alors, c'est les loups les plus massifs qu'on aura sur le parc. Alors que ce soit les loups qui sont ici ou les loups qui sont sur la partie haute, ce sont exactement les mêmes loups, qu'ils soient noirs ou blancs. Néanmoins, eh bien, on va vraiment avoir un gabarit très très imposant chez les deux et il ne va y avoir que la couleur qui va différer. D'ailleurs, là, on peut observer les pattes aussi. Vous voyez bien les grosses pattes qui l'étalent sur le sol. En fait, leur petite spécificité, c'est qu'ils vont avoir des énormes pattes qui s'étalent sur la neige, qui s'étalent sur le sol et qui leur font plus de surface sur la neige. Et ben ces pattes, tout simplement, elles vont leur servir de moins s'enfoncer. Ça va faire effet raquette. Voilà. Donc ils ont des grosses raquettes à la place des pattes. Alors, en plus de ça, bon voilà, le pelage est très très épais, très long aussi. Et mais là, comme je vous l'ai dit, on est en hiver, donc ils sont bien sûr plus lourds. Là, il faut savoir que chez les loups du Canada, on peut avoir des mâles qui atteignent les 76 kilos quand même. Donc voilà, ça peut être des très très gros loups. Alors, donc ici, on a la meute la plus familière. Comme vous l'avez vu, il est venu juste là au grillage. Si vous observez donc la position qu'on avait par rapport au loup de Sibérie tout à l'heure, et là la position qu'on a par rapport au loup du Canada, vous pouvez voir qu'elle n'est pas du tout la même. La position bipède chez le loup, c'est quelque chose qui l'effraie vraiment. Il a vraiment peur de notre position bipède. En plus, on est plus haut que lui. Là-bas, en plus, on les surplombe. On est au-dessus d'eux. Mais d'ailleurs, partout sur le parc, finalement, on sera toujours au-dessus d'eux. À part ici. Ici, si vous observez bien, eh bien, c'est les loups qui sont au-dessus de nous. Et il a suffi que, eh bien, les loups se soient habitués à notre passage à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclos au quotidien pour que, eh bien, un loup, qui a un caractère un peu plus familier, s'approche parce qu'il s'est senti en position dominante au soigneur parce qu'il était en position plus haute, tout simplement. Il s'est approché, il a vu qu'il se passait rien. Au fur et à mesure du temps et des générations d'autres loups ont fait de même et ils sont venus jusqu'à récupérer les morceaux de viande aux doigts des soigneurs. Alors comme je vous l'ai dit, mes collègues sont là depuis 20 et 30 ans, donc forcément, ils connaissent les loups par cœur. Quasiment tous les loups, eh bien, les ont vus depuis qu'ils sont sortis des tanières. Moi, ça fait 1 an que je suis là, je tiens mes doigts, je ne passerai pas mes doigts à travers la clôture, mais eh bien, mes collègues peuvent le faire. Et vous avez vu qu'ils sont très familiers avec moi aussi. Et d'ailleurs, ici, eh bien, quand on va rentrer dans l'enclos, on va être considéré comme invité et ils vont s'approcher de nous, contrairement aux autres loups qui s'enfuiraient. Eux, ils vont s'approcher de nous et ils vont venir voir ce qu'on fait finalement. C'est une certaine curiosité. En plus, nous, on leur apporte la nourriture, donc voilà, on n'a pas trop de risques. Bon, à part quand on va aller chercher les louveteaux. Là, ça peut être un peu plus compliqué. Mais, eh bien, si je fais rentrer une personne inconnue ici, un vétérinaire ou même l'un de vous, ben là, ça pourrait arriver qu'ils vous montrent directement que vous n'avez rien à faire dans leur jardin. Parce que finalement, ce sont les plus dangereux. Un loup en captivité est toujours plus dangereux qu'un loup, eh bien, en milieu naturel, puisqu'il a une certaine habitude de l'homme, tout simplement. Et ici, ben voilà, il vous ferait vite comprendre que vous n'avez rien à faire dans leur jardin. Ils pourraient grogner ou claquer des dents. Alors bon, ils iraient pas jusqu'à vous attaquer, comme je l'ai dit, ils gardent quand même une certaine peur de l'homme. Si on fait un mouvement brusque, ils partent tous en courant. Mais voilà, c'est vraiment bien les plus familiers, mais aussi malheureusement les plus dangereux du coup. Alors, en fait, eh bien, ces loups qu'on a là-haut, pourquoi on en a des blancs et des noirs d'ailleurs? Eh bien, tout simplement parce que sur leur environnement naturel au Canada, il va y avoir autant des plaines enneigées que des forêts de conifères très sombres. Donc on a des loups qui se sont adaptés à la neige et d'autres loups qui se sont adaptés aux taïgas, aux forêts de conifères très sombres. Donc des loups blancs et des loups noirs. Pourquoi on les a pas mis ensemble? Tout simplement parce qu'à la base, il y avait aussi des loups noirs dans cet enclos. Et des loups noirs et des loups blancs qui se reproduisent ensemble au fur et à mesure du temps et des générations, eh bien ça donne des loups gris. Et donc on ne peut plus vous montrer la différence qu'il y a au sein de la même sous-espèce finalement. Donc quand les loups noirs se sont éteints naturellement dans cet enclos, d'autres loups n'ont pas été ajoutés, une autre meute a été créée pour pouvoir continuer à avoir des loups blancs et des loups noirs et pouvoir continuer à vous montrer cette différence tout simplement. Voilà pourquoi ils sont pas ensemble, mais ce sont exactement les mêmes loups. Alors donc je vous ai un petit peu parlé donc de leur physique. Je vais maintenant un petit peu m'attarder sur la hiérarchie qu'on va pouvoir retrouver entre eux. Alors voilà, ils sont pas venus de près, donc je peux pas vraiment vous montrer les signes qu'on en voit de loin. Alors chez les loups de Sibérie, c'est pareil, les dominants ne se sont pas montrés, mais je vous ai expliqué qu'on était donc en période de conflit. Alors pour mieux comprendre les conflits, je vais vous expliquer comment ils vont fonctionner. Alors ici on a des meutes avec un nombre de loups qui est assez élevé quand même, Par exemple derrière ils sont 16, là-bas ils sont plus de 20. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de loups dans les meutes et ce sont des grosses meutes. En milieu naturel, la plupart du temps les meutes ne vont pas être aussi grosses. Les meutes, la plupart du temps dans la nature, ça va être plutôt des cellules familiales avec un mâle et une femelle qui se reproduisent et leurs petits de l'année. Ici, on peut se permettre d'avoir des grosses meutes tout simplement parce que ils vont être nourris, ils vont être soignés, le territoire est balisé. Dans la nature, c'est pas du tout les mêmes enjeux. Il faut réussir à chasser pour tout le monde, il faut réussir à avoir le territoire pour tout le monde. C'est pour ça que souvent elles vont être beaucoup plus petites. Mais on peut quand même retrouver des grosses meutes comme celle-ci en milieu naturel si on va au Yellowstone par exemple. Mais si on va au Yellowstone, là-bas ils sont protégés, ils ont l'environnement, ils ont la nourriture et donc ils peuvent se permettre de faire des beaucoup plus grosses meutes. Et ça va être exactement le même fonctionnement pour les grosses meutes dans la nature que pour les grosses meutes qu'on a ici.
En fait, ici, on va retrouver une hiérarchie en pyramide. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, eh bien, un mâle et une femelle qui vont être dominantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les alphas. En dessous, souvent, on va retrouver un loup qui va être un peu le second, qui va aider les dominants à gérer le groupe, à faire respecter l'ordre. Souvent, il est appelé le bêta. Ah, on a une petite louve qui se montre. Souvent appelé le bêta. Par la suite, soit, eh bien, ce bêta, il est seul, soit ce bêta, il peut avoir une femelle. Donc, on peut avoir soit un bêta seul qui va aider les dominants, soit un couple de bêta qui vont aider les dominants. Encore en dessous, ce qu'on va retrouver, c'est des loups appelés subordonnés. En fait, c'est des loups qui sont inclus dans la hiérarchie du groupe, qui se sont eh bien battus ou qui ont affronté les autres loups de la meute pour savoir où était leur place dans la hiérarchie, mais qui ne sont ni dominants ni seconds. Par contre, même entre dominants, on va retrouver des loups de caractère et de corpulence différentes, et donc même entre subordonnés, eh bien on va retrouver un classement entre loups. Donc ça veut dire que même entre subordonnés, on va avoir un numéro 1, 2, 3, 4, 5, etc. selon le nombre de loups présents dans la meute. Et puis parfois, ça y est, ça arrive tout doucement. Et puis parfois, tout en bas, eh bien de cette pyramide, on va pouvoir retrouver un loup souffre-douleur, oméga. Alors c'est pas toujours le cas, hein, mais parfois ça va arriver, surtout en milieu naturel. En fait, ce loup souffre-douleur, il va permettre en situation de stress, de conflit, de manque de nourriture, de tout simplement apaiser les tensions au sein du groupe. Il va permettre la stabilité mentale du reste du groupe, parce que quand il va y avoir toutes ces périodes de stress, au lieu de se battre entre eux finalement, hein, malheureusement ils vont s'acharner sur lui. Alors lui il va pas avoir un rôle très gratifiant, hein, mais voilà, il va avoir un rôle très important parce qu'il va permettre la stabilité du groupe tout simplement. Bon voilà, hein, c'est une sorte de harcèlement, hein, mais le harcèlement ça existe chez l'homme aussi. Hein, voilà. Donc on a la petite poupette de l'année dernière. Donc là c'est la petite de l'année dernière par exemple, elle a été seule dans la portée. On voyait que là, elle a même pas encore un an. Hein. On a déjà un beau gabarit. Hein. Alors, hop. Ah, il veut pas passer. Je vais l'enlever dessus. Hop. Alors, comment on reconnaît mâle et femelle? Si tu vois un mâle devant toi, comme notre Blue là-haut par exemple, on a un gros mâle là. Le mâle, il va être très très imposant, il va avoir la mâchoire très très carrée. Les femelles, elles vont être plus fines, plus petites et avoir la mâchoire beaucoup plus fine, le museau plus allongé tout simplement. Voilà. Là, tu regardes, on a un mâle, là par exemple, on a une petite louve, on voit déjà la différence au niveau du museau. Le museau, il est plus fin. Voilà, ils ont pas du tout le même âge, hein. Il faut les comparer au même âge. Hein. Et voilà. Par exemple, là, tu as une louve et là, tu as un mâle. Est-ce que tu vois la différence déjà au niveau de la taille? T'as vu? Juste qui est entre les deux. Hop, ça c'est un mâle. Regarde la différence là. T'as un gros mâle là, le plus gris, et là t'as une louve. Tu vois la différence? Voilà, j'en profite d'ailleurs. Tu vois que celle-ci, elle a du sang sous la queue. Comme je vous l'ai dit, période de reproduction. Hein. Elle est en chaleur, hein. C'est pas une blessure. Hein. Voilà. Alors, ça y est, ça arrive tout doucement. C'est-à-dire que c'est la période où elle va pouvoir faire des bébés. C'est voilà. pas au printemps? Non, c'est un petit peu avant, c'est à l'hiver chez le loup. Les bébés, ils vont arriver, par contre, ils vont naître au printemps. Ouais. Mais est-ce que vous les donnez des noms aux loups? Comment vous faites pour les reconnaître? Ouais. Alors, comment on fait pour les reconnaître? Nous, on les voit tous les jours. Alors, vous allez vous dire, ils se ressemblent tous, mais c'est comme dans une fratrie de frères et sœurs, hein, vous ressemblez tous. Pourtant, vos parents, ils arrivent à vous à vous reconnaître. Ben, c'est pareil là. Nous, on les voit tous les jours, donc on les reconnaît très très bien. Hein. Et pourquoi? Eh bien, on leur donne des noms. Pas pour les appeler, parce qu'un loup ça ne s'appelle pas, hein, c'est pas un chien, on ne peut pas les toucher non plus, on ne peut pas les caresser, hein, mais on va leur donner des noms tout simplement pour les reconnaître entre nous. Parce que par exemple là-haut, vous voyez qu'on a une louve qui est sur les rochers là-haut. Eh bien elle s'appelle Poppy, et Poppy elle est blessée au niveau de l'œil. Eh bien nous, de leur donner des noms, ça va nous permettre entre soigneurs de dire ah bah aujourd'hui j'ai vu Poppy, elle est blessée. Ah bah sympa la démo. Aujourd'hui j'ai vu Poppy, elle est blessée. Aujourd'hui j'ai vu Blue, il s'est battu avec, voilà, en fait. Alors Blue, c'était le gros mâle tout gris qui était devant nous. Bon là, vous voyez qu'il y a certains loups qui ont la queue et le poil hérissé. Vous voyez que là, ça grogne. Là, ça se cherche un peu. Alors, on a le gros mâle qui est au milieu, qui a la tête la plus haute là-bas. Vous le voyez ou pas? Eh ben, c'est notre mâle dominant. Il a la tête très haut par rapport aux autres. Il se fait lécher les babines là. C'est le dominant. Bon là, il est encerclé. Alors, mais là, il y a pas mal de femelles aussi qui lui tournent autour. Il y a pas mal de loups. Oui. Non, pas du tout. Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est parce que c'est des vestiges des anciens loups noirs qui étaient dans l'enclos, tout simplement. Voilà. Donc c'est le mélange de couleurs. Alors,
Bon, c'est qu'ils sont gourmands un petit peu quand même. Alors oui. Mais du coup, comment par exemple, tout à l'heure, quand on s'est fait un petit tour, ben, on a vu qu'il y avait un endroit avec une ville où il y avait les Q4 loups ou avec des noms et pourquoi vous ne mettez pas tous les loups avec les noms? Parce qu'ils sont beaucoup. Si on fallait mettre tous les noms, et là-haut il y a des pancartes avec des photos avec les noms. Pourtant les loups sont plus dans la meute, c'est des anciens loups qui sont décédés maintenant. Voilà, hein, on a eu des décès sur le parc, hein, comme j'ai expliqué. Il y a eu plusieurs générations, hein. Donc voilà, on a forcément des décès un petit peu tous les ans, des vieux loups hein, qui décèdent. Même si tout à l'heure, je vous ai dit que l'espérance de vie, c'était 10-12 ans en captivité. La plupart du temps, on arrive à avoir plus que ça. Hein. Souvent, les décès, c'est 14 ans. Hein. Bon, malheureusement, parfois, pendant les périodes de conflit comme celle-ci, ça peut être un peu plus tôt. Hein, parce que comme je vous l'ai expliqué, on va avoir des combats. Hein. C'est-à-dire que les combats en période de reproduction, ils peuvent même aller jusqu'à la mort. Hein. Ça peut être très très violent. Hein. Donc voilà. Est-ce que si je siffle, non. Non. Et d'ailleurs, c'est interdit de faire ça. Alors, oula, ça, vous voyez là-haut, là, ils sont tous en train de. Alors, on a de la soumission aussi, hein. Les loups qui se couchent sur le sol, hein, c'est de la soumission. Hein. C'est pour dire, je sais que t'es plus fort que moi, tout simplement. Voilà. Alors, pendant cette période d'affrontement, eh bien, comme je vous l'ai expliqué, en fait, comme tous les loups ont un grade au sein de la meute, on va pouvoir avoir des loups qui vont essayer de combattre les dominants pour les affronter, pour prendre leur place, pour les renverser. Mais on va aussi avoir des loups, eh bien, qui vont simplement essayer de se combattre entre eux subordonnés juste pour gagner une place au classement, parfois. Hein. Et donc, voilà, soit par intimidation, puis par combat par la suite. Forcément, ça donne des blessures plus ou moins importantes. Alors là, on voit que là-bas, il y a pas mal d'intimidation, par exemple, pour le moment. Hein. Là, c'est que de l'intimidation. Là, il y en a un qui est blessé ici. Ouais, Poppy, c'est Poppy qui est là-haut. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué, hein, tout à l'heure, mes collègues vont peut-être intervenir là-bas si on a un loup qui arrive. Ben ça, c'est des blessures dues à la période de reproduction. Oui. Donc, je vais arrêter le direct ici depuis le parc des loups du Gévaudan avec nos amis cadets de la gendarmerie de Lozère. Voilà, je remercie tout le monde qui était en direct. La dernière image avec ces loups dans un joli parc animalier, mais spécifique aux loups. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci d'avoir été aussi nombreux en direct. Et merci pour votre compréhension des aléas, des images dont j'ai eu pas mal de soucis. Bonne fin de journée. Merci à tous et à bientôt pour la place Village. Au revoir.